Très heureuse de te retrouver. Plaisir partagé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être en compagnie de celle qui, une fois par an, troque son tailleur de chef de cabinet pour son beau lépi d'ancienne présentatrice vedette du journal télévisé. Elle, c'est Adèle. Nous sommes ensemble donc dans un voyage enrichissant et impactant sur les pas de l'institution qui, avec le gouvernement, depuis 4 ans, façonne un avenir meilleur pour la Guinée et les Guinéens sur les pas du CNRD. On vous souhaite la bienvenue. Il y a 4 ans, un matin de septembre 2021, la Guinée entamait un tournant décisif. L'armée décidait de prendre ses responsabilités. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD se mettait en marche avec une vision claire, refonder l'État, restaurer la dignité nationale et redonner espoir à tout un peuple longtemps éprouvé. 4 années d'un nouveau pacte entre l'État et les citoyens. Le progrès social est tangible. J'en veux pour preuve la nouvelle revalorisation des pensions des retraités. La dignité de nos aînés, Adèle, ne cesse d'être restaurée et rehaussée. Comme le dit un proverbe africain, là où les aînés sont respectés, il y a toujours un avenir. Chez nous, les aînés sont donc les véritables gardiens de la mémoire et les guides infatigables des nouvelles générations. Sur le plan économique, nous embarquons sur les rails du Transguinéen. 670 km de traversée des mines de fer de Beila et Kerouané jusqu'au port de Moribaya à Forikaria. Le projet Simandou, symbole d'un patriotisme économique assumé, s'impose comme un levier stratégique de développement. Routes, ponts, ports, nouvelles villes, bref, les infrastructures de désenclavement témoignent d'une transformation rapide et concrète de la Guinée. Enfin, le renouveau politique s'affirme. La Guinée s'est engagée avec ses propres moyens dans un processus inédit avec l'élaboration participative d'un projet de constitution inclusive qui sera soumis à la souveraineté populaire le 21 septembre prochain lors d'un référendum historique. Une étape décisive pour le retour à l'ordre constitutionnel, la mobilisation des citoyens de toutes les localités de Conakry à Yomou et l'engagement de nos compatriotes de la diaspora sont une preuve de maturité politique, celle du peuple du 28 septembre 1958. 4 ans que la refondation est lancée, 4 ans que les graines de la prospérité sont sémées. Les projets arrivent à maturité, la récolte est imminente. Ce soir, dans ce numéro spécial, nous retraçons d'une part le parcours d'un homme profondément amoureux de son pays, le général Mamadi Doumbouya, et d'autre part la patience et la résilience d'un peuple longtemps éprouvé, mais qui entrevoit aujourd'hui le bout du tunnel. Bienvenue dans l'émission Sur les pas du CNRD. Certes, les acquis sont réels, tangibles, incontestables, mais les défis restent immenses. Améliorer la qualité des services publics, élargir l'accès aux infrastructures, créer davantage d'emplois pour les jeunes, consolider la cohésion sociale et renforcer la solidité des institutions. Tout ça pour rappeler que certes, la refondation n'est pas un point d'arrivée, c'est un chemin qui demande exigence, constance et consistance. Fort heureusement, tu l'as dit tout à l'heure, avec le programme Simandou 2040, ce pont vers la prospérité, on est dans la réalité qui va nous permettre donc d'entamer notre développement. Démarrons donc par là où tout a commencé. À la tête du Comité national du Rassemblement pour le développement, un jeune colonel, aujourd'hui président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya, lançait les grands chantiers de la refondation et de la rectification institutionnelle. Mais tout est urgent et la population, longtemps privée de la jouissance des biens du pays, se remet à espérer. Des soleils pâles ont succédé des nuits sans étoiles. Il est temps de s'arrêter un instant et de purifier notre ciel. Il y a tant de beauté à y inscrire. Nous sommes tous dépositaires de cette lumière léguée par nos ancêtres et qu'il faut préserver. C'est vers ceci que je tends chaque jour mes modestes mains, afin de recueillir leurs bénédictions, pour avoir la force et l'humilité de vous servir dans l'unité. Je vous ai fait la promesse de porter à bout des bras cette volonté, notre aspiration de pardon et de rassemblement. C'est rassembler pour avancer. Dans l'émission Sur les pas du CNRD, pendant 90 minutes, nous allons animer avec des confrères venus de la sous-région. Aminata Diarasoba
de la radio-télévision ivoirienne RTI, Ismaël Ouedraogo de Burkina Info TV et Sekou Tangara d'Africable au Mali. Bienvenue donc sur ce plateau. Ils seront complétés par des journalistes guinéens, Tcherno Amadou Kamara du site d'information guinée114.com, Aïssatou Bari de Parlement TV et bien sûr Bakar Kondé de la plateforme Guinée-Gouv. Ces éminents confrères vont nous aider à comprendre et parcourir les avancées enregistrées ces derniers mois avec nos invités. Général Aminata Diallo, directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale et porte-parole du CNRD, et Dr Youssouf Boundoussila, secrétaire général du MEPUA pour la dynamique sociale. Ils seront nos premiers invités, Dr Diaka Sidibé, ministre de l'Industrie et des PME, et Dr Mahmoud Touré, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, seront également sur ce plateau pour parler des performances économiques réalisées ces derniers mois. Enfin, Dienabou Touré, la directrice générale des élections DGE, et Jean-Paul Kotimbedouno, membre du CNT, viendront sur le processus d'élaboration du projet constitutionnel jusqu'à sa vulgarisation et les préparatifs du vote référendaire du 21 septembre 2025. Le Guinéen, dans toute sa dimension sociale, est mis au cœur de la refondation. Désormais, le peuple a son mot à dire dans la conduite sociale des affaires. Avec les assises nationales en Guinée et à l'étranger, les immersions gouvernementales et autres formes de consultation, le CNRD se met à l'écoute des voix, jusque-là étouffées par la politique. Adèle, nous allons à présent ouvrir le chapitre qui touche la vie de chacun, chaque jour, l'éducation de nos enfants, la santé de nos familles, la dignité de nos aînés, le vivre ensemble. L'axe auquel le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, attache une importance toute particulière, le social. Nous allons constater que le progrès social est plus qu'une promesse, c'est une réalité vécue. Pour réponse à travers cet élément que je vous invite à suivre. Dans les écoles et universités, une révolution silencieuse prépare l'avenir. Avec l'initiative Simandou Academy, l'un des composants du programme Simandou 2040, notamment dans son pilier 2, éducation et culture, la Guinée innove. Le Prytanée militaire de Guinée, symbole d'excellence et de discipline, et les classes préparatoires aux grandes écoles, véritable tremplin vers l'élite académique internationale. Sous l'impulsion des nouvelles autorités guinéennes, nous avons ouvert depuis 2023, il y a 2 ans de cela, une première classe préparatoire aux grandes écoles. C'est quoi une classe préparatoire? C'est une formation universitaire. Des étudiants qu'on a sélectionnés sur concours après un bac avec une mention, avec encore enseignants venus de la France, des pays du Maghreb et quelques professeurs guinéens qui forment nos jeunes étudiants à passer les grands concours comme les Sénégalais, les Ivoiriens, les Français. Et ça nous permet d'avoir des jeunes Guinéens qui vont conquérir et obtenir des places dans des écoles que nous, au départ, nous n'avons pas accès. Donc, par les voies classiques à l'université, nous n'avons pas accès à ces écoles-là. Désormais, chaque étudiant, qu'il soit en Guinée ou à l'étranger, bénéficie d'un accompagnement équitable, transparent et renforcé. Ces réformes façonnent une génération de cadres compétents, de scientifiques et de leaders prêts à façonner l'avenir du pays. Sur les pas du CNRD, la Guinée avance avec l'assurance que son peuple est non seulement protégé et uni aujourd'hui, mais aussi mieux préparé pour demain. Ce volet social avec nos confrères Aminata Garasoba de la RTI. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Adèle, comment vous allez? Ça va. C'est un plaisir pour moi d'être en Guinée. Plaisir partagé. Merci. À côté d'Aminata, nous avons Tierno Amadou Mbone Kamara, administrateur du site Guinée 114. Bonsoir Mbone, bienvenue. Bonsoir Adèle, bonsoir, merci. Nos invités sont également installés. Général Aminata Diallo, porte-parole du CNRD, directrice générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Bonsoir Général. Bonsoir Madame Adèle. Bienvenue. Merci. À vos côtés, le secrétaire général du MEPUA, ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Dr Youssouf Boundoussila. Bonsoir Général, bienvenue. Bonsoir Adèle, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons donc démarrer ces débats en souhaitant Akwaba à Dame Aminata Diarasouba. Merci.
On va donc au pays de l'hospitalité, même si on ne le dit pas dans notre hymne, la République de Guinée. On va vous donner donc la parole pour poser vos questions. Merci infiniment. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba. Merci. Il y a le CNRD, depuis son arrivée, qui a placé l'éducation nationale au cœur de ses priorités. Alors, je demande, à la date du 5 septembre 2025, dans quel état se trouve le secteur éducatif guinéen? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que depuis le 5 septembre 2021, l'éducation commence à se porter très bien. Si je prends déjà la synergie qui existe entre les trois sous-secteurs de l'éducation, à savoir le ministère de l'enseignement préuniversitaire, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministère de l'enseignement supérieur, il y a une synergie d'action qui est créée entre ces trois ministères. Donc à travers un comité interministériel de pilotage et de coordination qu'on appelle le CIPC. En dessous de ce comité, il y a le groupe sectoriel de l'éducation qui anime, impulse, concerte avec les autres acteurs du système éducatif. Du point de vue réalisation concrète, si je prends au niveau de la gouvernance, puisque ce que je viens de dire, ça cadre un peu le pilotage et la gouvernance, on a fait un certain nombre de choses qui sautent aux yeux. Vous avez vu le reportage qui vient de se passer. En plus de l'enseignement de masse, grâce à la vision de Monsieur le Président de la République, qui a une vision élitiste, il y a eu la création des Britanniques militaires, où les enfants sont éduqués avec la politique et la doctrine de l'excellence. À côté de ça, il y a eu l'instauration de la Semaine nationale du mérite scolaire, qui vient de se couronner, où on a, si vous voulez, célébré les bacheliers de l'édition 2025, qui s'est passé dans un grand hôtel de la place. Vous prenez les infrastructures, il y a eu la construction de plus de, au niveau préscolaire et au niveau primaire, plus de 1400-1500 nouvelles salles de classe construites, équipées, qui sont fonctionnelles. Au-delà de ça, vous prenez le renforcement du capital humain, il y a eu le recrutement quand même massif de plus de 10 000 et quelques enseignants, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire. Au niveau primaire, il y a eu je peux parler de 10 000, au niveau du secondaire, 2111. Tous ceux-ci ont été incorporés à la fonction publique, mais cela ne suffit pas. Les défis restent encore à faire. Si je prends l'enseignement supérieur, il y a eu quand même l'élaboration et la validation de la politique nationale des enseignants-chercheurs de Guinée, ce qui est un fait. Vous prenez la digitalisation qui est transversale dans les trois secteurs. Vous prenez aussi le recrutement des enseignants au niveau, au niveau doctoral. On comprend tout de suite qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été engagées dans le secteur, enclenchées dans le secteur éducatif. Tout à fait. Alors, j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut avoir le nombre d'écoles et lycées qui ont été réhabilités? En termes de lycées, il y a ce qu'on appelle les lycées traditionnels qui étaient dans un état de vétusté très avancé. Il y a quand même une centaine de lycées traditionnels qui ont été... Comment vous expliquez cela? Vous savez, dans la vie d'une école, il y a l'implication des communautés qui est extrêmement importante pour assurer un certain nombre d'hygiène au sein des écoles. Et il est important de préciser aussi, je profite de cette tribune, de dire aux gens que la gestion et le fonctionnement des écoles relèvent des pouvoirs des collectivités locales. Cela n'est pas très bien compris, mais à côté de ces collectivités locales, il y a l'apport des citoyens dans la vie et l'animation des écoles. Chacun joue son rôle. Chacun doit jouer normalement son rôle, mais jusque-là, il y avait les comités de gestion des écoles qui étaient là, qui étaient dysfonctionnels, qui ne fonctionnaient que lorsqu'il y a une certaine subvention. Or, l'apport des parents doit pouvoir permettre à ces écoles d'assurer le minimum en termes d'hygiène. Docteur, je suppose que tous ces enseignants sont pris en charge côté Caisse nationale de prévoyance sociale. Naturellement. Oui. L'autre question, c'est de savoir, parce que vous avez parlé de défis, il y a eu des réformes qui ont été faites, il y a eu des résultats qui sont tangibles. C'est de savoir, est-ce que vous parvenez à résoudre quand même la question du soi. C'est-à-dire qu'on forme beaucoup d'intellectuels, mais au niveau de la main-d'œuvre, ce n'est pas forcément ce que le marché veut que l'école forme. Qu'est-ce que vous faites pour adapter les offres de formation à la demande au niveau du marché? Exactement, c'est dans ce cadre d'ailleurs qu'il y a eu ce qu'on appelle le cadre d'orientation curriculaire. À travers la feuille de route de ce cadre d'orientation curriculaire, nous avons, au moment où je parle, nous avons fini de réviser tous les programmes au niveau des CPE1, CPE2,
j'ai pu vous annoncer qu'à partir de la rentrée 2025-2026, ce programme va être mis en application avec de nouveaux manuels scolaires et aussi de nouveaux cahiers de préparation pour les enseignants. Vous prenez l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'emploi. Les programmes qui étaient enseignés là-bas n'étaient pas adaptés sur le marché de l'emploi. Grâce à l'avènement du CNRD, les programmes de ce secteur-là aussi ont été révisés en fonction des besoins exprimés notamment par les miniers et autres acteurs qui évoluent dans le cadre de la création de l'emploi. Donc à date d'aujourd'hui, tous les programmes qui sont enseignés, le peu de programmes qui sont enseignés au niveau de ces écoles et autres centres de formation professionnelle sont calqués clairement sur les besoins du marché de l'emploi. Puisqu'on parle du volet éducation générale Aminata, est-ce qu'on peut savoir ce que la Caisse de prévoyance sociale fait pour que ces enseignants-là puissent être dans de bonnes conditions et puissent donner l'éducation qu'il faut aux enfants dans les écoles? Qu'est-ce que la Caisse de prévoyance sociale fait? Est-ce qu'il y a une couverture pour ces travailleurs? Je commencerai d'abord par souhaiter un joyeux anniversaire, les meilleurs vœux au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au CNRD, au gouvernement et toute la population guinéenne. Joyeux anniversaire pour le 5 septembre. Donc pour répondre à cette question, à l'arrivée du CNRD, le président a confié une mission au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale pour faire une prise en charge médicale de tous les fonctionnaires et retraités de la République de Guinée. Donc pour ce qui est des enseignants, aujourd'hui les enseignants sont pris en charge sur toute l'étendue du territoire à hauteur de 80%. Les 20% sont à la charge du malade. Donc ça ne coûte absolument pas grand-chose aujourd'hui pour les fonctionnaires. Donc ces enseignants aujourd'hui sont contents. Les syndicats, ils ont mis des lettres, ils ont émis des lettres, ils ont écrit pour dire merci au président de la République. Donc l'axe social aujourd'hui, tous les fonctionnaires de la République de Guinée, même les retraités, ils sont pris en charge à 80% au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Dans le cadre de l'une de vos principales réformes, c'est-à-dire la couverture médicale universelle, on est bien d'accord? La couverture maladie universelle, c'est un concept. Aujourd'hui, on va vers la couverture maladie universelle. Ce n'est pas la Caisse nationale de prévoyance sociale qui va instaurer la couverture maladie universelle. Au fait, c'est la sommation de beaucoup de départements. Aujourd'hui, la Caisse nationale de sécurité sociale est en train d'étendre sa couverture maladie vers le secteur informel. Parce que vous savez que la Caisse nationale de sécurité sociale s'occupe du secteur privé et moi, je m'occupe du secteur public. Donc aujourd'hui, il y a le fonds d'indigence aussi, parce qu'on parle de l'axe social, on ne parle pas seulement de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Le fonds d'indigence est là aujourd'hui pour faire les prises en charge de toutes les personnes démunies au niveau de la République de Guinée. Les personnes atteintes d'albinisme, les personnes qui sont frappées par un handicap. Donc en République de Guinée, je vous rassure qu'il y a une prise en charge de tous les fonctionnaires, dans le secteur privé ainsi que les indigents. Peut-être une dernière question sur cet aspect, avant de passer aux autres aspects, monsieur le secrétaire général, c'est de savoir qu'est-ce que vous faites, puisque la refondation aussi, qu'est-ce que vous faites pour refonder le programme d'éducation? Les professionnels de l'éducation nous disent que depuis longtemps, nous fonctionnons sur le même programme. Est-ce que vous réfléchissez à doter l'école de nouveaux programmes? On a parlé du COC tout à l'heure, du cadre d'orientation curriculaire. Exactement. Je venais tout juste de parler, merci de m'avoir rappelé, je venais tout juste de parler du cadre d'orientation curriculaire qui a une feuille de route concernant la revue des programmes qui sont caducs. Je viens d'affirmer que les programmes de CP1 et CP2 vont être opérationnels dès la rentrée prochaine. Donc progressivement, on va aller vers le CE1, C2 jusqu'à CM1, CM2. Après, on a d'accélérer un peu. Oui, et on ne peut pas accélérer parce qu'on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut aller progressivement. C'est même la consigne du BIE qui nous a accompagnés, nous a recommandé. Donc c'est cette feuille de route que nous sommes en train de suivre. Moi, je reviendrai vers Général Aminata. Je voudrais savoir comment la prise en charge effective se passe dans les hôpitaux. Quel dispositif la Caisse nationale de prévoyance sociale a mis en place au niveau des hôpitaux publics pour pouvoir prendre en charge effectivement les fonctionnaires et puis les enseignants dont on parle? Sur l'instruction de l'autorité, lorsqu'on nous a ordonné de mettre la couverture maladie en place, il y a eu une mission qui s'est déplacée pour aller vers tous les grands hôpitaux, les CMC, les dispensaires, les pharmacies, les laboratoires, pour voir le tableau, le plateau technique, pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc des conventions ont été signées
avec les cliniques et les hôpitaux qui pouvaient répondre à nos exigences. Ça a été fait. Donc, des points focaux et des médecins conseils ont été recrutés au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Dans les hôpitaux, je vous donne un simple exemple. Un monsieur A, monsieur X qui est malade, qui est un enseignant, il se déplace pour aller vers l'hôpital d'Onka, il va trouver notre représentant dans un bureau, là où c'est mentionné point focal de la CNPS. Vous rentrez, il va vous aider à réaliser, à entamer la procédure administrative. Par la suite, c'est la même personne qui vous accompagne vers le médecin qui est censé faire la consultation. Et avant d'arriver au niveau de ce médecin, vous n'êtes pas obligé de passer vers la caisse pour payer les 20% qui reviennent aux fonctionnaires. Une fois que vous partez, on vous consulte, on vous donne l'ordonnance, vous partez à la pharmacie, c'est 80% aussi de prise en charge. Au niveau des pharmacies 100%. Au niveau des pharmacies, 80%. Vous payez, si l'ordonnance est à 1 million de francs guinéens, vous payez, la Caisse nationale de prévoyance sociale paye 800 000 et vous payez les 200 000. Dans les laboratoires, c'est la même chose, c'est le même process qui continue. Que ce soit de Conakry à Yomou, c'est le même système qui est mis dans tous les hôpitaux et dans tous les dispensaires de la République de Guinée, et sans exception. Alors, mon général, moi j'ai envie de demander, en juin dernier, il y a eu le lancement de 2 projets stratégiques destinés à concrétiser la couverture maladie universelle CMU en Guinée. Le programme d'appui au secteur de santé en Guinée, PAPSKI, et le programme d'appui aux instituts nationaux de santé. Moi j'ai envie de demander comment se comportent ces 2 projets-là. Au fait, ces 2 projets, c'est au niveau du ministère de la Santé, ils se comportent très bien. Comme vous allez voir dans le journal officiel, aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui sont en train d'être construits au niveau de toutes. Une cinquantaine de contrats ont déjà été signés et ils ont commencé à faire la pose de la première pierre à l'intérieur du pays, dans toutes les préfectures et sous-préfectures de la République de Guinée. Donc c'est un secteur aujourd'hui qui est en mouvement, qui est en train d'aider la population guinéenne réellement à pouvoir accéder à ces soins dans les meilleures conditions. Et on peut parler déjà de la réalisation de centre cardio-diagnostic qui porte le nom du général Mamadi Doumbouya, qui a été inauguré donc le 7 juin dernier à Kankan. Et on trouve ce genre de centre de diagnostic ultra moderne un peu partout en République de Guinée. Effectivement, c'est une prouesse au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ces centres de diagnostic se retrouvent aussi dans d'autres villes, comme Kindia par exemple. À Kankan, ça a été inauguré, c'est fantastique. C'est un centre de diagnostic qui est vraiment high level avec le matériel de dernier cri. Tout ça, c'est sous la coupe du président de la République. Donc on veut dire qu'il y a eu beaucoup de réformes qui ont été apportées au niveau du secteur de la santé en Guinée. Et effectivement, on en est fiers. Le ministère de la Santé est même félicité au niveau à l'international pour les prouesses qu'ils ont eu à réaliser depuis que le CNRD est sur place. Et puis le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est à pied d'œuvre pour doter le pays des structures sanitaires qui répondent aux normes internationales et des travaux de réhabilitation des hôpitaux régionaux de Kankan, Labé, Zérekoré aussi sont lancés. Je vous invite à suivre ce reportage qui concrétise tout cela. Depuis le 5 septembre 2021, la Guinée a engagé une refondation où l'humain est placé au centre. Dans ce cadre, la santé et la protection sociale connaissent une avancée historique. Il faut dire qu'il y a eu des avancées majeures sur des aspects assez particuliers qui méritent d'être évoqués à juste titre à l'occasion de ces 4 ans d'exercice du pouvoir par le CNRD, avec à sa tête Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Parmi ces actions, nous allons parler de celles qui ont été très visibles et une deuxième catégorie qui sont discrètes et profondes. La première catégorie, celles qui sont visibles, c'est la lutte qui a été déclenchée contre les pratiques médicales et paramédicales illégales en République de Guinée. C'est un événement historique qui a été reconnu au niveau des institutions internationales. La lutte contre les faux médicaments, pour une première fois de l'histoire de la République de Guinée. Pendant plus de 30 ans, on a souffert de l'intégration incontrôlée des produits pharmaceutiques impropres à la consommation au niveau de notre population à travers les marchés et autres voies de vente. L'État a pris une mesure qui a permis de saisir
et d'incinérer près de 400 ou l'équivalent de 400 conteneurs de 40 pieds de faux médicaments. Ça, c'est le cumul à peu près de ce qui a été saisi au port, dont les médias ont fait un fort relais, et les produits qui ont été saisis au niveau des grands marchés de notre pays, et plus précisément le marché de Madina en majorité. On a pu compter 839 boutiques et points de vente illégaux de médicaments qui ont été fermés, et les produits ont été saisis par des voies légales. Pour une première fois en République de Guinée, les gens qui importent illégalement les médicaments ont été traduits devant les juridictions. Ils ont été sanctionnés par des peines de privation de liberté. Cette vision se matérialise également à travers le programme Simandou 2040 dans son pilier 5, santé et bien-être. Un exemple concret, l'introduction du vaccin contre le paludisme en Guinée pour protéger la population, en particulier les enfants, contre cette maladie qui frappe durement le pays. On était en face d'une rupture de vaccin de 95%, donc pratiquement il n'y avait pas de vaccin. Avec le leadership de Monsieur le ministre de la Santé, nous avons mis en place l'initiative pour l'indépendance vaccinale, ce qui a permis à la Guinée, sur 5 millions de doses de vaccins, de dépenser moins. Supposons sur les 5 millions de doses de vaccins, la Guinée dépensait environ 40 milliards. À ce niveau, on dépense que 9 milliards, donc un gain de 31 milliards. Donc ça nous renforce une régularité de la disponibilité des vaccins, la qualité des vaccins et aussi des gains financiers énormes. Parallèlement, des centres de santé modernisés sont inaugurés, comme celui de Kobaya Plateau, portant le nom de la première dame de la République. Symbole de l'engagement de l'État à rapprocher les soins des citoyens et à renforcer la qualité des services de santé. Il vous souviendra qu'avant l'avènement du 5 septembre, beaucoup d'infrastructures sanitaires étaient en souffrance. Alors, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a pris la responsabilité de rencontrer tous les entrepreneurs, une centaine d'infrastructures, on va dire, pour savoir où était le problème. Parce que la plupart de ces infrastructures ont été signées en 2009-2020 et qui avaient des délais d'exécution allant de 8 à 12 mois. Donc, il les a rencontrés et le problème se situait à deux niveaux. Au niveau des entreprises, mais aussi au niveau de l'État. Alors, il les a résolus. Aujourd'hui, beaucoup de ces infrastructures ont été inaugurées. Téliré, par exemple, au Fouta et Lebekere, Dandaya, dans Farana, aviation également. Et récemment, vous avez vu le CSA de Kobaya, l'Institut national de santé publique et d'autres infrastructures pour ne citer que cela. Des milliers de familles bénéficient d'une couverture médicale élargie. Les soins autrefois considérés comme un privilège deviennent un droit garanti pour tous. Les fonctionnaires de l'État et les artistes longtemps exclus de ce dispositif voient désormais leur dignité reconnue et protégée. Hier, les artistes mouraient à petit feu, sans soutien, sauf à faire baisser. Cotisation, appeler les gens de gauche à droite. À nos jours d'aujourd'hui, ça c'est exclu. Grâce au monsieur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, les artistes sont pris en charge. La Guinée qui artiste à mon affaire, n'a pas carte sanitaire. Carte sanitaire, il a moto la Guinée artiste et bénéfice n'a pas 100% dans ce carte sanitaire. Là, 100%, elle est hospitalisée 100%, pharmacie 100%, visite 100%. Il faut voir que l'on a fourrement et langue étendant 100% nara. On a bénéficié de faire Chaque carte de couverture médicale, chaque vaccin administré, chaque centre inauguré est une promesse tenue, un pas vers une société plus juste et solidaire. Sur les pas du CNRD, la Guinée se construit en protégeant chaque citoyen parce qu'une nation forte est d'abord
Une action rassurante. L'élément qu'on vient de voir, dites-nous, est-ce que la couverture vaccinale sur le paludisme est effective sur l'ensemble du territoire guinéen? Effectivement, cette couverture vient d'être lancée par le ministère de la Santé et la cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et je pense qu'on a vu dans le reportage qu'il y avait des bébés qui étaient en train de se vacciner, ainsi de suite. Elle est vraiment effective. Une fois qu'il y a un lancement en République de Guinée, ce n'est pas juste lancer aujourd'hui et dire qu'il n'y a pas les mesures qui sont prises après. Les mesures sont prises et exécutées à la lettre. Donc cette vaccination, elle existe en République de Guinée contre le palu. Alors, l'autre chose dont je veux qu'on parle tous les deux, c'est que c'est un aspect aussi non moins important de l'axe social de la gouvernance du CNRD, c'est la cohésion sociale. Le chef de l'État en a fait une priorité, en tout cas dans ses discours officiels. Il y a eu des assises nationales qui ont abouti à 45 recommandations. Est-ce qu'aujourd'hui, le CNRD s'est soucié de la mise en œuvre des recommandations de ces assises nationales pour recoudre le tissu social qui était en lambeaux? Effectivement, à la prise du pouvoir le 5 septembre, le président de la République avait déjà observé qu'il y avait une fissure du tissu social. Donc, aux premières heures, toute la République de Guinée a vu, c'était les assises nationales pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le pays en premier lieu. Donc, ça a été fait. C'est 45 recommandations, mais je vais vous en donner quelques-unes. C'est l'ouverture du procès du 28 septembre. L'indemnisation des victimes a déjà commencé pour ce procès. Cette indemnisation était l'une des recommandations d'ailleurs. Effectivement, donc je pense qu'elle est effective. Elle est effective. Il y a des personnes qui sont déjà rentrées en possession de leur indemnisation et le circuit est en train de continuer au niveau du ministère de la Justice. Maintenant, l'indemnisation aussi des déguerpis de caporaux. On a tous vu effectivement qu'il y a eu des maisons qui ont été rasées. Voilà. Donc avec le CNRD, ils ont été appelés, ils ont été recensés par la SONAPI et je pense qu'ils ont été indemnisés. Et ce processus, effectivement, ce processus aussi est en train d'être achevé avec la direction générale de la SONAPI, sous contrôle de la présidence et du gouvernement. La toute dernière question. Ma dernière question, c'est qui travaillent les fonctionnaires. Qu'est-ce que le CNRD a fait pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires? D'accord. Est-ce qu'il y a eu un effort? Beaucoup d'efforts pour les fonctionnaires, ils le savent, parce qu'il y a eu augmentation. Je pense que c'est une première en République de Guinée que la fonction publique fasse des partenariats ou des protocoles d'apport avec les syndicats pour améliorer le salaire de ces fonctionnaires. Ils viennent à peine d'être la dernière tranche. À hauteur de 25%. À hauteur de 25%, ça vient d'être fait, je pense, il y a 3 mois. Et, pardon? Je dis Madame Adel Matrissa. Voilà, c'est parce qu'elle est fonctionnaire, bien sûr. Donc, il y a 3 mois de cela que les 25% restants ont été versés à ces fonctionnaires. Aujourd'hui, le fonctionnaire guinéen, je pense que vraiment, il ne se plaint plus comme dans le passé. Voilà. Banks, il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités et nos confrères. Et un débat qui a permis donc de rappeler qu'effectivement l'axe social est un volet prioritaire de la refondation et un axe social qui vient donner force à notre devise travail, justice, solidarité. Merci Aminata Diarasouba. Merci Tierno Amadou Camara du site guinée114.com. Des questions, on en a toujours, mais on aura l'occasion de poursuivre le débat. Je vous remercie pour cette émission et je profite de l'occasion aussi pour dire à tous les retraités de la République de Guinée d'aller se faire recenser et d'essayer de trouver des comptes bancaires parce que là, la caisse est dans la modernisation absolue. Il faut qu'on essaye d'éviter le cash pour que tout soit bancalisé, comme dans les autres, digitalisé, comme dans les autres pays de la sous-région. Je vous remercie. Merci, Général. Merci, Dr Youssouf Boundou. Général aussi, je t'ai vu dire général et général militaire et secrétaire général, bien sûr, du ministère de l'enseignement préuniversitaire. Un dernier mot aussi? Le dernier mot, c'est juste vous remercier pour une telle initiative. Quand on voit un pays qui est dans la paix, qui est dans la stabilité et qui est en train de se développer, je pense que c'est un gage certain que nos enfants pourront avoir un avenir meilleur pour qu'ils puissent prendre les destinées de ce pays. Ça, c'est grâce à la vision d'un homme, un seul homme et ses proches collaborateurs qui a fait que vraiment le Guinéen peut penser à ce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.
Merci au CNRD. Nous sommes toujours sur les pas du CNRD. On se retrouve juste après cette petite virgule pour l'axe économique, le deuxième axe de la refondation dans le cadre de l'émission sur les pas du CNRD. Adèle. À tout à l'heure. Est au cœur de la refondation nationale. Depuis 2021, la Guinée a engagé des chantiers structurants qui redessinent son avenir et posent les bases d'une prospérité durable. Au centre de cette transformation se trouve le méga-projet Simandou. Bien plus qu'une mine de fer, Simandou est une ambition nationale, une vision intégrée qui unit le pays par son chemin de fer transguinéen, l'ouvre au monde par son port en eau profonde et l'ancre dans la modernité grâce à ses zones industrielles. Il a fallu l'élever le président Mamadi Doumbouya et son équipe s'impliquer dans ce projet pour dire on va apporter des changements majeurs à ce projet-là. Premièrement, c'est un seul projet qui va se faire, un projet avec toutes les parties où la Guinée va être partie intégrante et qui aura son mot à dire. Donc il a eu la présence d'esprit de mettre tout le monde autour de la table. Ça n'a pas été facile, comme on peut l'imaginer. Ça a été très compliqué, mais les résultats sont là aujourd'hui. On a un projet minier qui a 4 composantes, qui a une première composante qui est mine, la gestion des mines. Donc il va y avoir des extractions de minerais de fer. La deuxième composante, c'est les infrastructures. Voici un projet qui fait 650 km de voies ferrées en double sens. Il y a un port de standard mondial qui est en train d'être finalisé. Et au bout, une aciérie qui va être aussi mise en place pour transformer localement les minerais de fer en Guinée. Et cerise sur le gâteau, la compagnie de la Transguinée est créée. C'est elle qui va gérer tout le projet, que ce soit les infrastructures, que ce soit les mines. Derrière ces infrastructures colossales, ce sont des milliers d'emplois qui naissent, des compétences nouvelles qui émergent et les fondations d'une industrialisation durable qui se posent. Dans les mines, dans l'énergie, dans l'agriculture et les services, les retombées de Simandou et des projets associés offrent des perspectives inédites à la jeunesse guinéenne et à l'ensemble de la population. Sur les pas du CNRD, chaque route tracée, chaque rail posé, chaque ouvrage construit, chaque étape franchie témoigne que la Guinée se construit, pierre après pierre, pour écrire une nouvelle page de prospérité partagée et affirmer sa place parmi les nations fortes et souveraines. Et nos confrères nous ont rejoints sur ce plateau. Il s'agit de Aïssatou Bari du Parlement TV. Bonsoir Aïssatou. Bonsoir Adèle. Bienvenue. Merci. Et Ismaël Ouedraogo du Burkina Info TV. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Nos invités, Dr Diaka Sidibé, elle est ministre de l'Industrie et des PME, également membre du comité stratégique de Simandou. Bonsoir docteur. Bonsoir Adèle et merci pour l'invitation. Bienvenue docteur. Merci beaucoup. Et vous êtes accompagné du secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, docteur Mamoudou Touré. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir Adèle, merci de l'invitation. Docteur, au pluriel, j'ai envie de dire, vous nous rejoignez pour parler des performances économiques réalisées par notre pays bien avant même le lancement du programme Simandou. L'économie guinéenne se sentait mieux et nos confrères donc, du Burkina et notre consoeur de Parlement TV Guinée, bien sûr, il faut le souligner, vont donc nous accompagner pour vous poser des questions afin de partager avec les téléspectateurs, les citoyens, les performances économiques réalisées depuis le 5 septembre 2021 et particulièrement ces derniers mois. Donc nous commençons directement avec le docteur Touré, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Alors dites-nous de façon pragmatique, est-ce que 4 ans après l'avènement du CNRD au pouvoir, l'économie guinéenne se porte bien?
Merci à M. Ouedraogo. Merci encore une fois de l'invitation. C'est avec un sens de responsabilité et de devoir que je viens répondre aux questions relatives à l'économie guinéenne. La question qui est posée est celle de savoir est-ce que l'économie guinéenne se porte bien. Pour évaluer cela, nous devons avoir à l'esprit qu'il faut que nous prenions en fait deux dimensions. La dimension temps et la dimension espace. Quand on regarde ces deux dimensions et qu'on regarde l'indicateur, le principal indicateur qui est souvent utilisé, qui est le taux de croissance qui mesure la richesse créée dans un pays, on peut dire que l'économie guinéenne se porte bien. J'en veux pour preuve, en 2020, avant l'avènement du CNRD au pouvoir, le taux de croissance était de 4,7%. Sur la durée du CNRD, c'est-à-dire de 2021 à 2024, même si on rajoute 2025, on est à un niveau de taux de croissance de 6%, qui est supérieur à la richesse créée au niveau de la sous-région de l'Afrique subsaharienne, oui, qui est de 4%, et au niveau mondial, qui est de 3, voire même moins de 3%. Et cette croissance créée n'est rien d'autre que les résultats des réformes de structure, la gestion aussi de la politique conjoncturelle, notamment la politique budgétaire et la politique monétaire. Ce sont, disons, ces réformes et ces initiatives au niveau des autorités du pays qui ont permis d'enregistrer ce niveau de performance comparativement aux autres pays. Il faut aussi rappeler que le CNRD est arrivé au pouvoir après un choc terrible dû à l'avènement de la crise de la pandémie de Covid-19. Pour répondre très simplement à votre question, est-ce que l'économie guinéenne se porte bien? Oui. Il faut aussi rappeler qu'il y a quelque temps, nous avons connu un choc terrible suite à l'incendie du principal dépôt de carburant en décembre 2023 sur une prévision de croissance de 4,1% du Fonds monétaire international. La Guinée, grâce aux efforts des autorités, grâce aux efforts du gouvernement, nous avons réussi à enregistrer un taux de croissance en 2024 de 6,6%, au-delà des prévisions initiales, ce qui est en soi une performance qu'il faut saluer. Docteur, on parle d'un autre sujet d'actualité, la crise de liquidité. Le 31 août 2025, donc dimanche dernier, la Banque centrale de la République de Guinée réceptionnait un lot de nouveaux billets de banque, donc pour résoudre la crise de cash. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui a favorisé une telle situation et que faites-vous pour y pallier? Très bien, c'est une question d'actualité et qui nous concerne tous, non seulement en tant que gouvernants, mais aussi en tant que, disons, citoyens. La monnaie que nous utilisons, c'est un instrument de transaction. C'est ce qui nous permet de faire nos transactions, de faire nos courses, de faire nos démarches. Il faut rappeler que M. le gouverneur de la Banque centrale a eu à communiquer de long à large là-dessus par rapport au taux de rétention des billets qui ne se retrouvent pas au niveau du circuit bancaire. Donc cette situation, c'est un peu une combinaison de beaucoup de facteurs, notamment le niveau relativement faible du taux de bancarisation, ce qui est en soi un défi pour les autorités, mais un défi aussi pour l'ensemble du pays. Avec un niveau de taux de bancarisation qui est à moins de 20%, il y a forcément une tentation à thésauriser, à garder de l'argent. Mais tout ceci n'est qu'une question aussi de confiance en l'économie. Et c'est pourquoi... une exception guinéenne, hein, parce que quand vous dites ça, ce n'est pas une exception guinéenne. La plupart des pays africains sont dans la même situation, mais on n'a pas une crise de liquidité comme en Guinée. Est-ce que ce n'est pas un manque de vision qui est à l'origine de cette situation, justement, à votre niveau? Loin s'en faut. Manque de vision, absolument pas. Absolument pas. C'est plutôt travailler à communiquer davantage avec les acteurs de la vie socio-économique, notamment les acteurs de la vie économique, à l'effet d'accepter de remettre la liquidité qu'ils ont à leur disposition dans les circuits bancaires. Vous allez beau émettre de l'argent dans l'économie, si les plus de 94% sont gardés ailleurs, chaque fois, vous aurez besoin de liquidité pour faire fonctionner votre économie. Est-ce que ce n'est pas de votre rôle justement de faire en sorte que cet argent-là ne soit pas gardé ailleurs et qu'il se trouve dans le circuit économique du pays? C'est justement ce que je vous ai dit. Il y a un travail de fond à faire
pour améliorer le niveau de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, surtout entre le système bancaire et les citoyens. Parce que s'il faut déposer votre argent tout en faisant des heures de queue pour pouvoir le retirer, il va sans dire à un moment donné que vous allez vous dire garder l'argent sur soi est mieux. Mais sauf que les gens aussi prennent des risques. On a vu tout récemment les incendies qu'il y a eu, les risques aussi de vol, c'est à leur risque et péril. Donc le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour sensibiliser les gens, parce que l'économie en soi, c'est un circuit. Ce que vous gagnez, c'est ce que les autres perdent. Ce que vous donnez, c'est ce que les autres reçoivent. Donc c'est pourquoi le gouvernement est en train vraiment de travailler là-dessus pour sensibiliser les uns et les autres. Mais il faut aussi comprendre que l'injection aussi de la liquidité, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Chaque année ou à chaque moment, la Banque centrale fait des émissions de billets de banque. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, à cause de la circulation de la monnaie qui passe de main en main, les billets sont fatigués. À un moment donné, il faut les retirer de la circulation pour injecter de nouveaux biens. Au-delà de cela, lorsque vous regardez la dynamique démographique de la Guinée, c'est 2,8% de taux de croissance démographique. Ça veut dire que la population va crescendo. Qui parle de population qui va en augmentant parle de demandes de plus en plus pressantes. Quand on voit aussi tous les investissements qui se font actuellement dans notre pays, la demande va crescendo, donc le besoin en termes de liquidité va en augmentant. Donc les autorités monétaires répondent régulièrement à cette demande pressante ou à cette demande supplémentaire en injectant de nouveaux billets. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Docteur Diaka Sidibé, qui est actuel ministre de l'Industrie et des PME, vous venez de suivre tout à l'heure le SG qui parle de faible taux de bancarisation. Votre département peut jouer un grand rôle dans cette réalité. Absolument, merci beaucoup pour cette invitation et surtout à l'occasion de la célébration de l'an 4 du CNRD sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Alors, je prends la parole au nom du comité stratégique de Simandou, qui est placé sous les directives du ministre Diba Diakité, ministre directeur de cabinet de la présidence de la République. Et en ce qui concerne justement la question économique, le secrétaire général l'a rappelé. Depuis l'avènement du CNRD, nous avons quand même un cadre macroéconomique qui s'est stabilisé, avec des réformes majeures aussi portées par le gouvernement dans son entièreté, que ce soit au niveau pool économique ou en tout cas au niveau des secteurs connexes, dont les secteurs porteurs de l'économie, qui est le commerce, l'industrie, les télécommunications et autres. Nous nous sommes engagés aujourd'hui à relever ce défi. Alors oui, pourquoi le ministère peut jouer un rôle? C'est dans la formalisation aussi et l'accompagnement des PME, à la création d'entreprises, à la formalisation d'entreprises, parce que tant que notre économie est aussi une économie de rente et est basée sur l'informel, donc des crises comme ça peuvent survenir. Mais aujourd'hui, c'est la réponse que l'État donne sur laquelle nous devons un peu mener la communication afin de pallier à cette crise. Et je pense que M. le secrétaire général l'a rappelé, des mesures sont prises afin de stabiliser cela et ce n'est pas qu'une monnaie courante que pour la Guinée. Ceci arrive et c'est notre réponse face à une telle crise qui définit un peu les orientations du gouvernement sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement. Donc oui, nous pouvons jouer un rôle. Il faudrait que nos entreprises qui se créent puissent se bancariser, qu'il y ait de la formalisation d'abord de l'entreprise. Pour rappel, depuis l'avènement du CNRD, le ministère en charge de la promotion du secteur privé, qui est aussi le ministère de l'Industrie et des PME, a vu le taux de création d'entreprises vraiment s'augmenter. L'année dernière, nous avons placé j'ai envie de dire, le barème à 14 000 créations d'entreprises. Nous sommes arrivés à 17 000. Cette année, nous nous sommes fixés les mêmes objectifs et nous sommes presque au mois de septembre 2025, nous sommes au moins à 85% de l'atteinte de ces objectifs. Donc oui, dans le cadre du cadrage macroéconomique, c'est tout ce qui pèse également pour un pays, pour un État, et pris de sa souveraineté économique et aussi de l'impact que pourraient avoir les projets structurants, comme le projet Simandou sur notre économie. Alors, ce que vous dites est assez pertinent, Madame le ministre, on peut le dire. Il ne suffit pas de créer des entreprises, c'est la viabilité qui compte. Alors, je reviens au secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Quelle est la politique fiscale, justement, pour soutenir les nouvelles entreprises qui se créent? Parce que ce qu'on entend dans la plupart des pays africains, on pousse les jeunes à créer des entreprises et rapidement, ils sont rattrapés par les politiques fiscales qui sont mises en place par les autorités.
Très bien. Au niveau de la politique fiscale, il y a deux dimensions. Il y a la dimension d'abord politique fiscale pour mobiliser davantage de recettes, investir, lever surtout des contraintes d'offres, permettre aux entreprises, parce que lever des contraintes d'offres, c'est aussi investir dans des projets structurants, comme Madame la ministre l'a souligné. Construire des routes, c'est de permettre à ces entreprises d'avoir accès aux matières premières à moindre coût, de pouvoir transporter à moindre coût, de pouvoir avoir accès aux débouchés, de pouvoir aller chercher les matières premières à l'intérieur du pays. Ça, c'est un premier facteur. Et l'État, sous la vision, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, est en train de faire un travail colossal qu'il faut vraiment apprécier à sa juste valeur. C'est ce qui consiste à créer, à construire des infrastructures routières. Lorsque vous voyez un pays, lorsque vous êtes dans un pays où les transporteurs gagnent beaucoup plus que le producteur, c'est qu'il y a un problème d'infrastructure. Dans un passé relativement récent, entre Conakry et Kindia, ce n'était pas moins de 8 heures. Et aujourd'hui, c'est à peine 2 heures. C'est autant de temps de gagner, c'est autant de ressources économisées, c'est autant de productivité créée. Et au-delà des infrastructures routières, il y a aussi des infrastructures énergétiques. Aujourd'hui, les coupures de courant à Conakry sont extrêmement rares, ce qui permet à Mamadama, qui est commerçante de poissons, de pouvoir garder son poisson et de pouvoir le revendre. Et ce qui lui permet de gagner de l'argent, d'améliorer sa condition de vie. Et au-delà des infrastructures énergétiques, il y a aussi des infrastructures de télécom dans lesquelles l'État est en train de mettre le curseur pour que nous puissions être connectés à tout moment et partout où nous sommes. Et l'autre pan des dispositions fiscales, c'est les incitations, c'est les mesures d'allègement fiscal. Et ces mesures d'allègement fiscal sont une réalité aujourd'hui. Vous savez que depuis un certain temps, l'État a beaucoup investi dans la création des centres de gestion agréés. Les petites structures qui ne tiennent pas leur comptabilité sont accompagnées à créer leur comptabilité. L'objectif ultime, c'est de permettre à la Guinée de se doter de champions. Les champions ne tombent pas du ciel. Les champions, on les prépare, on les accompagne. Donc, il y a toute une panoplie. Un jeune qui crée. Monsieur le général, il y a tout un dispositif pour accompagner ces PME, pour accompagner ces industries. Et ce que je voudrais rajouter en termes de fiscalité, justement, au niveau des allègements fiscaux, c'est que notre pays également est doté d'une loi sur le code des investissements qui donne de l'attractivité pour les investissements privés en République de Guinée. Et depuis ces 4 dernières années, un effort colossal a été fourni pour l'accompagnement des entreprises dans le cadre des investissements privés. C'est des allègements fiscaux, ce sont des allègements au niveau du cordon douanier. Et aujourd'hui, les équipes conjointes du ministère du Budget, du ministère des Finances et de l'Industrie travaillent en étroite collaboration afin de faciliter la mise en œuvre de cela. Et comme je le disais tantôt, pour qu'il y ait cette crédibilité de notre économie et qu'il y ait cette stabilité aussi de l'économie, c'est toutes ces mesures prises de part et d'autre qui puissent collaborer ensemble à travers une synergie d'action. Et c'est cette synergie d'ailleurs qui a été prônée par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui demande à ce que des programmes d'envergure soient mis en place et que ces programmes puissent répondre aux besoins socio-économiques de notre pays. Je reviens encore sur la question et l'opportunité justement que nous offre le programme de développement socio-économique durable et responsable à travers le programme Simandou 2040, qui est un pan du projet Simandou dans sa globalité. Qu'on passe des mines aux infrastructures, comme le disait tout à l'heure, jusqu'au niveau commercial ou industriel, ceci vient, j'ai envie de dire, de la vision du chef de l'État. Et c'est ce que le comité stratégique aujourd'hui, Simandou, essaye de mettre en place, de mettre en œuvre avec les partenaires industriels, avec les cabinets prestigieux qui accompagnent notre pays aujourd'hui pour donner une réponse économique et donner les impacts que peuvent avoir ce projet sur notre économie et sur la vie de nos concitoyens. Simandou 2040, comme on le sait, c'est le programme de transformation économique et sociale accélérée de la Guinée pour les 15 prochaines années. Madame la ministre, vous êtes membre du comité stratégique et ce programme se repose sur 5 piliers. Donc, tous les aspects socio-économiques de notre pays sont touchés.
Alors, à la différence des programmes ou des projets antérieurs, le programme de développement socio-économique durable et responsable nommé Simandou 2040 sous la houlette du général Mamadi Doumbouya repose sur 5 piliers, comme vous l'avez dit, et ces 5 piliers aujourd'hui déclinent les priorités de notre vie, que ce soit la vie sociale, la vie économique et la vie politique. Et quand vous prenez chacun de ces piliers, en commençant par le pilier 1, agriculture, industrie alimentaire et commerce, c'est donner une réponse tout de suite à l'autosuffisance alimentaire et créer un hub sous-régional autour de la Guinée, autour des parcs industriels, des agropoles industriels, afin de soutenir notre économie à travers la création de chaînes de valeur agro-industrielles. Dans le cas de la ZLECAf notamment. Exactement. Cette ouverture qu'on a aujourd'hui avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, donne l'opportunité à ce que la Guinée soit au cœur d'un hub régional de commerce international et intra-régional. Le pilier 2, qui est l'éducation et la culture, c'est le cœur même et aujourd'hui une des composantes essentielles du programme de développement socio-économique durable et responsable Simandou 2040 et qui a une composante phare qui est Simandou académique. C'est une initiative d'excellence académique. Et aujourd'hui, le président a donné le temps à travers les établissements comme les Prytanée militaires ou encore les CPGE qui sont lancés aujourd'hui. C'est comme quand on le dit très souvent, et moi dans ma définition de Simandou Academy, je dis toujours c'est l'excellence qui rencontre la rigueur et la discipline militaire, l'excellence qui rencontre l'ingénierie et les sciences, l'innovation, l'excellence qui rencontre les infrastructures dans le cadre du développement du capital humain compétitif, innovant et surtout patriote pour la Guinée. On peut rester. Le troisième pilier qui concerne les infrastructures, les transports et la technologie. Je pense qu'aujourd'hui, ceci n'est plus à décrire dans notre pays. Depuis 4 ans, les infrastructures routières émanent de partout, sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre du projet Simandou, nous avons 650 km de rails, de voies ferrées, une première dans notre pays, et qui est aujourd'hui le transguinéen, qui, au-delà de transporter les minéraux, va transporter les personnes, les biens et les marchandises. Ça, c'est essentiel pour la vie. Et le développement de toutes les villes qui seront traversées. Des 11 préfectures transversées par ce corridor. C'est pourquoi il est appelé... Ce sont des nouvelles villes. Et autour de ces nouvelles villes, nous comptons créer tout un écosystème. Que ce soit des routes, bien sûr, qui parlent de nouvelles villes, parlent de voies de communication. Ce sont les routes, c'est les transports, c'est également la technologie, c'est l'énergie, ainsi de suite. Le troisième pilier, on parle de l'économie. Le quatrième pilier, c'est l'économie. Ce sont les finances et l'assurance. Comment le secrétaire général aujourd'hui arrive à définir clairement la vision de notre gouvernement par rapport à la stabilité économique, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons que cette économie aussi soit annexée à de l'assurance, que l'assurance dans la création de nos routes, dans la mise en place de nos routes, de nos voies ferrées qui vont être utilisées par les populations, par les miniers, les partenaires industriels, mais aussi qui pourra servir à tout un écosystème mis en place autour du corridor. Alors, et le dernier pilier, si vous pouvez me permettre, Monsieur Ouedraogo, si j'ai bonne mémoire. Bien sûr, allez-y. Toute cette dimension du programme, la finalité, elle est merveilleuse. Et elle a été bien réfléchie. Et c'est cette vision qui fait qu'aujourd'hui, nous soutenons les actions du CNRD en sa tête, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est la santé et le bien-être de nos populations. Des mines à nos plateaux, c'est-à-dire dans nos assiettes, à travers l'autosuffisance alimentaire, s'occuper de l'éducation d'un capital, d'un vivier compétitif guinéen issu de toutes les régions de notre pays, sur toute l'étendue du territoire national, à travers cette initiative éducative d'excellence qui ne connaît ni religion, ni ethnie, ni discrimination régionale. Et ensuite, s'occuper de tout ce qui concourt à la mise en place d'une économie stable. Ce sont les routes, ce sont les voies de communication, de transport. Et pour finir, prendre soin de sa population. C'est ça le programme de développement socio-économique Simandou qui repose, qui prend son essence au niveau du projet Simandou. Et comme vous le savez, Simandou, c'est ce bloc minier qui est notre patrimoine de la Guinée et qui est aujourd'hui notre label Made in Guinée. Voilà. Alors, je suis obligé maintenant de revenir parce que là, vous avez fait une vision tellement holistique de la question. C'est très bien parce que vous l'avez développé de fond en comble. Mais la question s'adresse à vous deux en même temps, que ce soit le secrétaire général du ministère de l'économie et à Madame la ministre de l'Industrie. Les Guinéens qui nous regardent vont se poser une ou deux questions. La question de la transparence, la question de la bonne gouvernance, la question de la lutte contre la corruption. Est-ce qu'à votre niveau, vous garantissez que toutes ces
facettes-là seront prises en compte de telle sorte que certains ne soient pas marginalisés et que ce ne soit que l'élite qui va profiter finalement du projet Simandou 2040. Question vous est adressée. Je vais juste donner l'exemple dans le cadre de Simandou Academy. Le recrutement dans le cadre du programme de Simandou Academy, vous allez comprendre aujourd'hui que ce sont tous les Guinéens qui sont concernés. Sans discrimination. Sans discrimination, provenant de toutes les préfectures de notre pays. Les meilleurs dans toutes les régions de la Guinée, sans discrimination, je l'ai dit tout à l'heure. Cela dénote d'une transparence, mais de l'inclusivité aussi territoriale. Et cela, c'est une vision du chef de l'État. En ce qui concerne la bonne gouvernance aujourd'hui, nous avons mis des instruments depuis l'avènement du CNRD, comme la CRIEF, pour justement tout ce qui est crimes financiers et autres, dans le cas des détournements. Le secrétaire général l'a rappelé, nous avons eu, depuis l'avènement du CNRD, quand même un cadrage macroéconomique stable. Si nous avons pu porter des réformes majeures pour la stabilité de notre économie, c'est qu'il y a une question de bonne gouvernance qui est mise en exergue. C'est vrai que notre population a encore des attentes. Il y a encore des défis à relever, mais nous sommes convaincus qu'avec le président de la République, nous œuvrons auprès de chaque acteur de notre écosystème guinéen afin que cette bonne gouvernance soit notre cheval, comme on le dit, cheval de bataille, et que cela soit une réalité, que ça se ressente par le dernier Guinéen à Yomou et qu'ils comprennent les efforts fournis aujourd'hui par le gouvernement sous la houlette du CNRD. La question de la corruption, c'est important que le secrétaire général parle de la question de la corruption. De la corruption, ouais. D'accord, on vous écoute, monsieur le docteur. Merci, monsieur Ouedraogo. Oui. La question de la gouvernance, c'est une question transversale. Oui. C'est pour cela, au niveau des piliers de Simandou, du programme Simandou 2040, vous n'avez pas un pilier dédié gouvernance. Parce que la question de gouvernance se rapporte à tous les piliers. Au-delà de la question de gouvernance, il y a la question aussi environnementale, qui est une question transversale. Je voudrais vous dire que le programme Simandou 2040 vient d'une vision, celle du président de la République, et une Guinée prospère à un horizon donné. Mais pour faire de cette vision une réalité, il faut mettre en place un plan stratégique. Et nous sommes en 2025. Je vous rappelle que c'est la dernière année du programme de référence intérimaire qui a été le premier programme de développement du CNRD. La réflexion qui a été menée, c'est de partir des aspirations, de faire un diagnostic. Et c'est de ce diagnostic que, disons, les 5 piliers ont découlé, qui ont été brillamment présentés par Madame la ministre. Et derrière ces 5 piliers, vous avez ce qu'on appelle des projets d'investissement. Et en plus des projets d'investissement, vous avez ce qu'on appelle des réformes de structure. Je vais juste m'en tenir aux projets d'investissement, parce que c'est aussi le rôle du ministère de l'Économie et des Finances de faire la programmation de ces projets d'investissement. Mais au-delà, grâce au CNRD, la Guinée, pour la première fois, et c'est l'un des rares pays de la sous-région, a se doté d'un décret portant gestion des investissements publics en République de Guinée. Et ce document encadre les procédures, les acteurs et les étapes de conception des projets d'investissement. La question de transparence et la question de gouvernance, elle est complètement réglée à l'intérieur. Parce qu'on ne fait pas de la programmation des investissements à travers un claquement de doigts. C'est toutes les parties prenantes, tous les acteurs, avec des critères qui sont connus. Critères de pertinence par rapport à la vision in fine, critères de faisabilité, parce que ça ne sert à rien de programmer des projets d'investissement qui n'ont aucune chance d'être réalisés. Il y a aussi un autre critère, pas des moindres, qui tient à cœur les autorités, à savoir Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. C'est le critère impact. Parce que la raison d'être de tout projet d'investissement, c'est de contribuer à changer les conditions de vie des populations. Le dernier critère, pas des moindres, c'est le critère budgétaire. Si vous allez beau programmer, vous allez beau planifier, il faut que vous ayez les ressources pour justement réaliser ces projets d'investissement. Et s'il y a aussi un satisfecit à donner à la gouvernance actuelle,
c'est bel et bien cette question de souveraineté économique, de souveraineté financière. Vous avez vu tout récemment la sortie de M. le ministre, porte-parole du gouvernement, qui disait que les autorités vont assumer la prise en charge de l'ensemble des élections qui s'annoncent. Ça, c'est aussi une question de souveraineté financière et économique. Banks, il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités. Même si toutes les questions n'ont pas pu être posées, normal, on aura l'occasion, comme je l'ai dit tout à l'heure à vos prédécesseurs, de vous donner la parole. Vous pourrez, j'ai envie de dire, en aparté, avoir des éclaircissements auprès de nos invités, du secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et du docteur Diaka Sidibé, ministre du Commerce et ministre de l'Industrie et des PME, pour justement approfondir ces questions. On va donc suivre ce reportage sur les infrastructures qui va clore l'axe économique avant l'ouverture de l'axe politique. La vision économique de la Guinée va bien au-delà du secteur minier. Partout sur le territoire, des infrastructures modernes émergent et transforment le quotidien des citoyens. De nouvelles routes désenclavent les régions les plus reculées, rapprochant les villages des villes, les producteurs des marchés et les Guinéens entre eux. Dans les grandes agglomérations, des ponts et échangeurs fluidifient la circulation et redonnent souffle à l'activité économique. Des rails stratégiques relient désormais les zones minières aux ports, ouvrant des corridors vitaux pour l'exportation et le commerce. Et de nouvelles infrastructures énergétiques renforcent notre souveraineté, alimentent nos foyers et accompagnent la naissance d'industries locales. Il y a eu de grands travaux qui se sont déroulés pratiquement partout dans le pays. On peut dénombrer aujourd'hui 271 km de voirie qui a été effectuée pendant ces dernières années-là. Et pratiquement dans toutes les régions du pays, chaque ville aujourd'hui est en train de connaître une voirie. Et vous pouvez observer même à Conakry, la plupart des quartiers sont aujourd'hui bitumés. Et on est en train de faire la même chose dans toutes nos villes. Et au total, si nous ajoutons la ville de Conakry dessus, nous nous trouvons aux alentours de 350 km de voirie réalisée à date. Et on continue encore à travailler sur les voiries, parce qu'aujourd'hui, nous avons Bambeto, aujourd'hui qui est un chef-d'œuvre qui a permis de fluidifier la circulation dans Conakry. Et aussi, récemment, nous avons visité les 5 ponts aujourd'hui dans le, comment on appelle le pont de Kassoya, de Kisoso, de Demodoula. Au moins, ces 5 ponts vont permettre encore de désenclaver complètement la capitale Conakry. Ces réalisations sont non seulement le symbole d'un pays qui avance, mais également l'illustration d'une nation qui se modernise et qui construit les fondations de sa prospérité. Sur les pas du CNRD, la Guinée se dote d'infrastructures dignes de son ambition pour devenir une nation forte, connectée et tournée vers l'avenir. Quelques jours du référendum, le corps électoral est convoqué pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution le 21 septembre. Ce vote va servir de déclic et ouvrir la porte au retour à l'ordre constitutionnel. Les valeurs classiques de la République vont être remises sur place avec plus de vigueur, plus de crédibilité. La Guinée va se doter d'une nouvelle constitution forte qui est l'émanation de la volonté du peuple. Refonder l'État, c'est aussi refonder nos institutions. Depuis le 5 septembre 2021, un vaste processus de concertation nationale s'est ouvert pour écrire une nouvelle constitution. Une constitution inclusive qui écoute la voix des jeunes, des femmes, des travailleurs et de toutes les régions du pays. Une constitution qui doit garantir la stabilité, l'unité et la justice sociale. Héritage majeur de la refondation, ce texte fondateur, en plus d'être une loi, est le pacte d'une nation avec elle-même, le socle d'une Guinée moderne, démocratique et durable. Le scrutin référendaire du 21 septembre 2025 constitue une étape cruciale de ce processus, un pas progressif vers le retour à l'ordre constitutionnel. Aujourd'hui, par la volonté d'un peuple, l'engagement d'un leadership éclairé et la rigueur d'un travail collectif,
la République de Guinée se dote d'un projet de constitution à la hauteur de ses ambitions, fidèle à son identité et résolument tourné vers l'avenir. Sur les pas du CNRD, la Guinée s'apprête à tourner une page décisive de son histoire politique pour bâtir un avenir de stabilité et de confiance. Une durable ne peut exister sans un pacte politique solide. Avec le projet de constitution inclusif et le référendum, la Guinée s'apprête à écrire une page historique. La campagne est lancée depuis quelques jours et un oui massif est attendu. On va donc aborder le troisième volet de cette émission sur les pas du CNRD. C'est l'axe politique avec de nouveaux confrères et de nouveaux invités. On va commencer donc par nos confrères. Sékou Tangara, Africable, vous êtes du Mali. Le Mali, la Guinée, c'est un court déplacement que vous avez effectué. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, Banks. À vos côtés, un autre éminent confrère, Aboubacar Condé, connu des radios mais également de la télé, qui est responsable au niveau de la plateforme gouvernementale Guinée-Gouv. Aboubacar Condé, bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir. De nouveaux invités avec Madame Djenab Touré Camara, directrice générale des élections. Madame Camara, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, merci Monsieur Banks. Et bien sûr, Maître Jean-Paul Cotembenduno, j'ai bien lu? Absolument, merci. Vous êtes donc membre du Conseil national de la transition. Adèle, on démarre tout de suite. Banks, je reviens sur la déclaration du président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. S'adressant aux Guinéens en fin d'année 2024, le président de la République a fixé le cap en annonçant que 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel. Madame la directrice des élections, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour matérialiser cette volonté politique? Merci beaucoup Adèle. Je pense que je vous remercie de l'opportunité que vous m'offrez autour de cette édition spéciale sur l'encadre du CNRD. Je salue tous les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, mais également le gouvernement et mon ministre en particulier qui m'a quand même proposé et soutenu d'être là où je suis aujourd'hui. C'est une question très pertinente, mais sachez simplement que pendant 4 ans, le Comité national du Rassemblement pour le développement, à travers le gouvernement, a travaillé sur un programme bien établi, sur un chronogramme qui devrait permettre à la Guinée d'aller vers l'organisation du référendum constitutionnel pour l'adoption du projet de nouvelle constitution, mais également pour l'organisation des élections nationales et des élections locales. Pour cela, il fallait jeter les bases au niveau technique, les bases au niveau du cadre légal et institutionnel qui déjà était devenu caduque. Donc nous nous sommes inscrits dans une phase de refondation effective, mais également de rectification institutionnelle, parce que le président a souhaité, conformément aux orientations de l'Union africaine et à l'agenda de l'Union africaine, une identité pour tous les pays africains d'ici 2030, il fallait travailler sur l'identification des citoyens guinéens en leur donnant une identité juridique et numérique. Donc chaque Guinéen devra avoir un acte de naissance, mais un numéro personnel d'identification. Donc nous avons bâti notre programme sur cette base et tout en essayant aussi de connaître la population guinéenne à travers le RGPH4. C'était les 2 éléments fondamentaux du chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Et comme vous le savez, beaucoup de choses ont été faites que nous allons développer avec vous à travers ces 2 éléments fondamentaux qui devraient nous permettre aujourd'hui d'aller très sûrement à l'organisation du référendum constitutionnel le 21 septembre 2025. Madame la directrice, la Guinée est dans une nouvelle gouvernance électorale depuis le 14 juin dernier avec le passage d'une commission électorale nationale à une délégation générale des élections. Vous, fondamentalement, qu'est-ce qui va changer à partir de cela? Merci beaucoup. Je pense que nous sommes revenus à l'ordre normal qui était en Guinée avant l'avènement du CNDD. C'est le ministère de l'administration du territoire qui a organisé toutes les élections politiques et les référendums en République de Guinée jusqu'à la mort du feu général Lansana Conté, paix à son âme, et à la prise du pouvoir par le CNDD. L'ordonnance 015 est venue renverser les choses en confiant l'organisation des élections
mais même la constitution du fichier à la Commission électorale nationale indépendante, qui était une commission en partie composée des représentants des partis politiques, de la société civile et de l'administration. Donc, l'ordonnance 015 du président Moussa Dadis Camara est venue changer l'ordre de l'organisation. Et aujourd'hui, c'est avec également la transition que l'ordre revient à la normale. Donc pour moi, l'ordre est revenu à la normale. Et ce qui change fondamentalement, c'est qu'il faut qu'on apprenne aujourd'hui à faire confiance à notre administration. C'est une direction technique qui est mise en place, c'est ce qui change fondamentalement, qui est en train de travailler dans toute la technicité sans que cela ne soit entouré de contestations politiques autour de l'organisation du référendum constitutionnel. Si vous permettez, vous parlez du rétablissement de l'ordre normal, mais sauf que cela est intervenu, vous l'avez souligné tout à l'heure, à cause d'une crise de confiance entre les compétiteurs et l'administration d'alors. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que cette crise de confiance, elle est revenue et quand le ministère organise, quand le gouvernement organise, il n'y aura pas de contestation, madame? Merci beaucoup, mais je vais vous rappeler un peu l'historique quand même de l'avènement de l'intégration des partis politiques, donc le multipartisme intégral en 1992, après le référendum. Non, ma question, c'est la crise de confiance. Attention, elle est la importante, crise de madame. Confiance est née de là. Ouais. Parce que les acteurs qui pensent souvent qu'il faut qu'ils soient au sein de l'institution pour mieux contrôler l'appareil, alors que tel n'a pas été le cas. Même avec la mise en place de la Commission électorale nationale indépendante et avec le changement d'ordre grâce à l'ordonnance 015, vous avez compris que les crises ont continué, les crises de confiance entre les acteurs et même la Commission électorale nationale indépendante qui était sur place, parce que chaque parti politique, en tout cas, a considéré comme majeur à l'époque avec les critères qui étaient dans la loi, avait un représentant au sein de la Commission électorale nationale. Mais les résultats ont été contestés. Il y a eu des morts d'hommes, il y a eu des manifestations de rue. La constitution du fichier nous a quand même permis de fausser la vie à plus de 100 Guinéens dans les contestations de rue liées à la constitution du fichier électoral. Donc, entre l'organisation par le ministère de l'Intérieur à l'époque et l'organisation par la commission électorale, rien n'a rétabli la confiance entre la commission ou l'administration et les acteurs politiques. Oui, madame, ce que moi j'ai envie de poser encore comme question, c'est que les critiques formulées par rapport à la DG qu'on entend, c'est la domiciliation, puisqu'elle relève du ministère de l'administration territoriale et que les représentants locaux sont nommés par décret présidentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner l'assurance, la garantie aux Guinéens, aux téléspectateurs qui vous suivent ce soir, que vous avez toute votre autonomie, toute votre indépendance pour aller à des élections libres, transparentes et dont les résultats seraient acceptés de tous? La loi qui met ma direction en place, donc la Direction générale des élections, la loi spéciale sur les modalités pratiques d'organisation du référendum constitutionnel est très claire. Nous avons l'autonomie de gestion administrative et financière. Mais fait-il l'autonomie de gestion? Les nominations qui sont faites aujourd'hui des directeurs régionaux et préfectoraux et de moi-même par décret rentrent dans la gestion normale d'une administration publique. Mais je peux garantir que c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons quand même créé un comité technique interparti à date, mais bien avant la création du comité technique, nous avons toujours associé les partis politiques, la société civile, à toutes les activités que nous avons pu mettre en place dans le cadre de l'organisation de ce scrutin référendaire qui est prévu le 21 septembre 2025. Alors, avant d'aborder l'élaboration de la nouvelle constitution, M. Conte-Méduno, je voudrais vous poser une question en lien justement avec la création de la Direction générale des élections. Vous, au niveau du CNT, avez prévu un organe comme la CENI. Aujourd'hui, c'est une structure qui est créée par décret présidentiel. Comment vous avez accueilli cette création de la DGE? Dans la nouvelle constitution, il y a un observatoire qui doit s'occuper donc de l'organisation des élections. Exactement. C'est ça? Deux arguments. D'abord, un premier argument qui est juridique et puis un autre qui est un argument de célérité. Je pense que sur le plan juridique, l'observatoire dont vous parlez plutôt existe dans la loi spéciale sur les modalités d'organisation du référendum. Création d'un observatoire national autonome de surveillance du processus déterminé par la séparation des fonctions d'organisation des fonctions de contrôle. Peut-être même que c'est une réponse supplémentaire à la crédibilité du processus parce que du coup, la Direction générale des élections organise le processus référendaire
l'Observatoire national autonome de surveillance surveille. Séparation des fonctions d'organisation, des fonctions de contrôle, modalité de garantie ou d'assurance de la population, en tout cas de l'opinion, parce que c'est quand même très important. Pour ce qui concerne votre question de fond, c'est pour ça que je considère d'abord que votre question et les réponses qui ont été apportées sont des réponses conjoncturelles et qui sont déterminées par une perspective transitoire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une constitution qui prévoit effectivement un organe technique indépendant d'organisation des élections dont le nom va être précisé par une loi organique. Il en résulte que lorsque la Constitution entre en vigueur, ipso jure, on peut considérer que la loi organique qui passera et qui sera soumise à un contrôle obligatoire devant la Cour suprême prévoira un organe concomitant. Et on sait, au regard de l'article 9 du Code civil guinéen, que la Constitution l'emporte sur les lois, les traités et autres. Il en résulte que le jour où sera mis en place la Commission nationale indépendante, sauf modalité d'articulation normative spécifique dans la loi organique portant création de l'organe technique, l'entrée en vigueur de la Constitution et la mise en place corrélative de cet organe voudra simplement considérer que la Direction générale des élections, soit on l'a recréée ou on lui réaffecte des attributions spécifiques, ou on harmonise ses relations avec l'organe constitutionnel, mais on sait que sur le plan strictement juridique, c'est l'organe constitutionnel qui l'emporte. Et pourquoi donc la DGE? La DGE est totalement légitime en l'espèce. D'abord parce que si on n'a pas de DGE maintenant, comment allons-nous organiser le référendum qui a vocation à permettre la soumission de la Constitution, du projet de Constitution au référendum? Et qui va donc l'organiser? N'oublions pas que le 5 septembre 2021, il y a eu dissolution des institutions. Si certaines ont été reconduites, il n'y a pas d'équivalent de CENI. Et donc, dans ces vides institutionnels, il faut bien une institution dirigée par des gens absolument expérimentés, puisque Mme Camara est bien connue des Guinéens, pour pouvoir mener ces différents processus. D'abord, le processus référendaire qui s'inscrit dans une perspective stricto sensu normative, puisque finalement, cette dimension normative détermine du même coup les dimensions électorales plus larges, puisque par définition, il n'y a pas d'élection présidentielle sans constitution, puisque c'est la constitution qui, pour l'essentiel, le régira et avec les lois organiques qui en résultent. De l'avant-projet, on s'achemine vers l'adoption de la nouvelle loi fondamentale. Donc, on a le projet qui est en train d'être vulgarisé et la campagne a même démarré sur le terrain. Dites-nous combien de temps cela a permis l'élaboration de l'avant-projet de la nouvelle Constitution, puisque de l'avis de plusieurs citoyens, ça avait trop duré. On a eu l'impression que les conseillers n'avaient pas cela comme priorité, alors que ça faisait partie de leurs prérogatives, même selon la charte. Monsieur Conté-Bédouno. Sur le plan politique, il me semble que la réponse à cette question impose une double exigence de spécification contextuelle. D'abord, la première, c'est qu'en réalité, nous avons, pendant le discours du 5 septembre 2021 de prise du pouvoir par le président du CNRD, celui-ci a estimé, le président du CNRD en l'occurrence, cette fois-ci, nous rédigerons ensemble une constitution. L'expression ensemble, en fait, faisait écho sur le plan politique et constitutionnel à l'insuffisance de l'implication populaire dans l'histoire constitutionnelle de Guinée au processus constitutionnel. Or, on sait que les constitutions ont vocation à régir le peuple, et donc, même si ce n'est pas une modalité de la validité, mais on sait que plus le peuple est associé, davantage les textes qui ont vocation à résulter sont considérés comme légitimes sur un plan strictement politique. Deuxième observation préliminaire, puisque j'ai parlé d'une double exigence de spécification, c'est qu'en réalité, la question sur le temps est une question erronée. Non pas parce que la vôtre, elle est erronée, mais parce que le contexte global l'est, puisque je sais que vous relayez quelque chose que nous avons souvent entendu avec légitimité, puisque les citoyens, le bouillonnement citoyen est totalement légitime. Pourquoi? D'abord parce que le CNT n'était pas uniquement investi d'une fonction constitutionnelle au regard de l'article 57. Le CNT, du point de vue de la nature et des fonctions habituellement dévolues à une institution parlementaire, exerçait cumulativement deux types de fonctions. Les fonctions habituellement dévolues à une institution parlementaire, si vous prenez l'Assemblée nationale qui a été dissoute, toutes les fonctions exercées par l'Assemblée nationale, nous les exercions. C'est-à-dire qu'on votait des lois, on examine des accords, on fait tous les jours, c'est notre travail principal. Ensuite, au regard de l'article 57, nous avons été investis d'une mission constitutionnelle qui ne peut pas être une mission à exercer tous les jours, puisque par définition, sauf si vous vous isolez et que vous rédigez, et je peux vous garantir que si moi je m'isole pour rédiger, en 4 jours, je pense que je peux faire 150 pages. Ce n'est pas ce qui importe. Ce qui importe pour une constitution, c'est la consultation, c'est l'association du peuple. Et ça, contrairement à ce que les gens ont pu croire, il faut prendre en compte l'ensemble des contingences
Quand est-ce qu'un acteur répond? Quand est-ce qu'une coalition politique répond ou elle refuse? Est-ce qu'il faut aller en force? Est-ce qu'il faut relancer? C'est d'ailleurs pour ça finalement que, et je ne sais pas si vous allez nous relancer sur le caractère dit inclusif, qui a un rapport de connexité absolue avec cette question. Mais là, je me limite là pour dire que la question du temps est... Justement, c'est la relance que je voulais faire. La Constitution, c'est la loi fondamentale. Elle est censée avoir peut-être l'adhésion, la participation, les contributions de tous les acteurs politiques, de la société civile. Peut-on dire que c'est la Constitution de tous les Guinéens? Est-ce qu'il faut regretter certaines absences, par exemple, maître? La réponse est affirmative incontestablement, d'abord dans une perspective historique, parce qu'il me semble extrêmement important au fin de la prise en compte de ce qui se passe maintenant, pour mieux apprécier l'importance des efforts, parce qu'au final, la question de l'inclusion, c'est une obligation de moyens, mais des moyens déployés avec sincérité, parce que si on fait semblant d'associer, ça non plus, c'est pas bon. 1958, nous avons une constitution du 10 novembre 1958, alors que nous sommes indépendants le 2 octobre. On peut mathématiquement supposer que la constitution a été rédigée en moins de 40 jours. Or, vous et nous tous savons qu'en réalité, à la suite de la loi 4 de 1956, il y a une assemblée territoriale qui, ex-fiction et juriste, va être transformée en assemblée nationale qui va élaborer et soumettre finalement le projet de constitution. Il n'y a pas d'association populaire, à part la légitimité de la représentation nationale. Constitution du 14 mai 1982, il y a une loi 012 du 8 mai 1982 qui institue une assemblée constitutionnelle suprême. Et le 14 mai, nous avons une constitution, moins de 5 jours, parce que le 9 mai 1982, il y a eu une élection présidentielle. Alors, comment comme ça, peut-on élaborer une constitution en 4 ou 5 jours et que l'on suppose que le peuple aurait été associé? Voyez-vous, là encore, nous sommes totalement dans une situation où elle est illustrative de l'insuffisance de l'implication populaire. La première fois où nous avons un processus qui inclut, chez la loi fondamentale du 23 décembre 1990, loi fondamentale qui, on le sait, va être rédigée, n'est-ce pas, d'abord qui va être instituée, rédigée par une commission constitutionnelle, instituée par le CTRN, parce que vous savez, il y a d'abord le CMRN, ensuite le CTRN qui institue cette commission, de 55 membres qui vont eux aussi instituer un comité de 12 juristes qui vont élaborer le projet. Et ce projet va être envoyé dans les grandes villes, dans les ambassades. Et voyez-vous, la première fois qu'on essaie cet exercice, c'est la loi fondamentale de 1990. Et comme par hasard, cette loi fondamentale, proposée par des non-élus, dans un contexte de transition similaire à la nôtre, avec toutes les critiques qui s'appliquaient à l'époque, a été la loi qui a le plus influencé le fonctionnement des institutions guinéennes dans l'imitation politique en Guinée. À part cette parenthèse, il n'y a plus eu de scénario similaire, puisque je crois que la Constitution du 7 mai 2010, on la connaît plus, puisque, un, contexte transitoire. 2, c'est peut-être le CNT qui rédige, mais il n'y a pas de référendum. Deuxièmement, Constitution d'avril 2020, pareil, il y a eu un référendum, mais dans un contexte de grave situation sécuritaire. Nous, ce que nous faisons, c'est le dernier point sur lequel j'interviens sur ces considérations. Premièrement, on procède aux consultations populaires dans toutes les préfectures. Deuxièmement, on prend le rapport des assises nationales qui comporte quelques considérations substantielles sur des aspects constitutionnels. Troisièmement, le rapport du débat interguinéen. Quatrièmement, nous organisons un symposium sur le constitutionnalisme en République de Guinée. Absolument un grand précédent en invitant les professeurs sénégalais, maliens, guinéens, pour revoir l'histoire constitutionnelle de la République de Guinée, déterminer sur le plan substantiel qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On a ces rapports. Et ensuite, le plus intéressant, nous organisons un débat d'orientation constitutionnelle, débat pendant lequel nous invitons les universitaires, les associations politiques, donc les coalitions politiques, nous invitons les organisations de la société civile. En tout cas, moi, j'ai lu in extenso les contributions, puisque j'ai présidé le comité de lecture, même les organisations de la presse. On organise tout ça pour in fine rédiger. Comment? Elles ont été prises en compte, ces mais absolument, peut-être vous me laisserez une minute pour conclure sur cet aspect. Parce que oui. La question de savoir est-ce que les contributions de l'ensemble des acteurs, y compris des organisations socio-professionnelles, l'ordre des avocats, l'association des magistrats, les associations de presse et autres ont été prises en compte, est une question substantielle. D'abord, si on intègre tout, ça veut dire qu'on a une constitution de 800 pages. Ce qu'on fait, c'est qu'on détermine des chapitres. Droit et liberté, nature de l'État d'abord, droit et liberté, organes de l'État, donc les institutions de la République, et ensuite on fait des arbitrages. 1. Quelles sont les propositions qui viennent les plus récurremment? 2. Est-ce que ces propositions entretiennent un rapport d'harmonie générale avec le texte? 3. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Parce que voyez-vous que finalement ces textes, et s'il n'est absolument pas parfait, puisqu'il n'y a aucun processus parfait, il est en tout cas de loin le plus inclusif, le plus participatif
dans l'histoire constitutionnelle de la République de Guinée. Moi, je reviens vers Madame la directrice. J'ai une question pour elle, si vous permettez. Je reviens vers elle, d'accord, juste pour la transition. Madame la directrice, demain 6 septembre, l'opération de distribution des cartes d'électeurs va débuter sur l'ensemble du territoire national, de Conakry jusqu'à Yomou, jusqu'au fin fond des districts de la Guinée. Est-ce que vous êtes prête, la direction générale, techniquement, est-ce que la direction générale des élections est prête? Est-ce que vous êtes sûr que le Guinéen lambda au fin fond de la Guinée va recevoir sa carte d'électeur avant le 21 septembre? Merci beaucoup. Je pense que nous parlons des préparations logistiques. Aujourd'hui, à date, sur l'ensemble du territoire, toutes les cartes sont arrivées dans les sous-préfectures ou communes rurales de la République de Guinée. Comment nous attendons conçu ces cartes? À travers quoi concrètement? Ces cartes ont été conçues à travers le Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Le PNRAV. Puisque j'ai introduit mon intervention sur dire que le chronogramme du retour à l'ordre constitutionnel a été bâti sur 2 éléments fondamentaux, le RGPH 4 et le RAVEC. Le RAVEC qui a été transformé en Programme national de priorité qui a permis aujourd'hui d'avoir un registre population que nous appelons Registre national des personnes physiques. Il faut s'en réjouir. Hein. On a une loi sur l'identification des personnes physiques en République de Guinée. Je défie qui que ce soit, je le dis, le passeport guinéen, la carte d'identité nationale guinéenne, on l'a dit aujourd'hui, biométrique, n'avait pas une base légale. Il n'y avait pas une loi qui encadrait l'édition ou la production de ces 2 documents d'identité à nos frontières, mais d'identité nationale. Aujourd'hui, nous sommes partis d'un processus de recensement administratif à vocation d'état civil pour quand même identifier tous les Guinéens qui ont 10 ans et plus, leur donner un numéro personnel d'identification. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, la Guinée a une base de données. On entend dire que ça a été fait dans l'opacité totale aussi souvent, Madame la directrice. J'avoue que ce n'est pas dans l'opacité totale. J'avoue que le programme avait les composantes qui ont été mises en œuvre. Et lorsque nous avons commencé le recensement biométrique, nous avons signé les conventions avec les plateformes. Nous avons associé les partis politiques également. Le forum des jeunes des partis politiques qui est constitué de 66 partis politiques ont parcouru toute la Guinée, les districts, les confins pour nous aider à mobiliser. Donc je ne pense pas qu'il y a eu de l'opacité. Et cette base de données aujourd'hui existe avec environ 9 millions de Guinéens qui sont dedans, mais 6 768 000 personnes sont des électeurs, ça veut dire qu'ils ont plus de 18 ans. D'accord. Maintenant, sa question, la distribution. Est-ce que la logistique, les dispositions sont prises? Les membres des commissions administratives sont nommés par décision de la DGE. Ils ont été formés, donc les formateurs nationaux ont été formés, les formateurs locaux ont été également formés et les formations se déroulent actuellement où nous sommes dans les communes rurales pour permettre aux commissions de lancer. Que doivent faire les citoyens à partir de demain pour entrer en contact avec leur carte électeur? La distribution commence le 6 septembre et chaque citoyen doit se rendre au chef-lieu du quartier ou de district pour avoir les points de distribution. Là où c'est fait. Mais il est très facile aussi, même avec le système digital, vous pouvez vérifier là où se trouve votre centre de distribution. Oui. Après la distribution donc, des cartes d'électeurs, quelle va être l'étape suivante, madame? En fait, il y a 3 étapes qui se mènent concomitamment actuellement. Il y a la campagne référendaire qui se déroule. Il y a également la distribution des cartes qui va. Il y a la désignation des membres des bureaux de vote qui est en cours aussi et la formation des formateurs seniors qui vont démultiplier ces formations en cascade. Et également la partie logistique aujourd'hui, je peux vous rassurer que tout ce qui est matériel lourd et documents sensibles sont en train d'arriver dans les préfectures. Il restera que de les envoyer maintenant dans les communes rurales et dans les districts à quelques jours de scrutin référendaire. Oui, ma question à Maître par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Maître, pour l'instant, la Constitution elle est en suspense. Est-ce que la nouvelle Constitution garantit la liberté individuelle collective, notamment la liberté d'expression? Est-ce qu'à partir de cette nouvelle Constitution, l'amplification de la libéralisation de l'espace audiovisuel va être une réalité? Dernière question. Tout à fait, M. Tankara. Il se trouve que pour l'essentiel, en rédigeant le texte, nous sommes partis d'une perspective philosophique. La première, c'est que les juristes appellent ça l'effet cliquet. Donc au hasard de cette réforme importante, on ne revient pas en arrière. Donc on reproduit in extenso tous les droits, toutes les libertés et on en augmente.
parce que nous sommes tenus par la Convention de la Charte africaine des droits des hommes et des peuples, en l'occurrence, et beaucoup d'autres instruments juridiques internationaux. Et au nom de l'épanouissement des citoyens, on ne peut pas rédiger un texte au regard de notre passé ou au regard du présent pour considérer qu'on va diminuer les droits et les libertés. Non seulement nous les avons tous reproduites, mais nous avons réécrit des dispositions de manière à ce que ces dispositions puissent être opposables à un administrateur ou puissent faire sens devant un juge, parce que sur ces points, même si je vois souvent un certain débat, il y a sur le plan juridique la distinction de la soft law au sens de l'instrumentum et de la soft law au sens de négociation, mais que plus une disposition constitutionnelle, une prescription constitutionnelle est évasive, moins elle fait sens. Donc c'est le cas sur l'éducation, l'État garantit le droit à l'éducation, point. On a bien vu qu'aucune loi postérieure n'a décliné les modalités pour faire sens, au-delà de rester jusqu'en terminale, de venir sur les coups. Donc nous avons estimé que comme c'est un sujet fondamental, nous avons perçu le droit à l'éducation, le droit à la santé, comme des modalités de la redistribution des richesses, clarification qui a pour vocation, en tout cas, d'emporter l'attribution corrélative de beaucoup de ressources, ce qu'on a même prévu dans la prescription, pour éviter de donner à ces dispositions un caractère... Peut-être la DGE est prête pour le référendum du 21 septembre. Je vous invite à aller retirer votre carte et apprendre à voter, parce qu'il faut cocher dans la bonne case. Si vous voulez voter le oui, il faut que vous cochez dans la case du vert. Vous allez voir les spécimens de bulletins. Si vous n'êtes pas pour la Constitution, vous allez dans la case du rouge. Donc c'est là, c'est un bulletin unique. Est-ce que la DGE est prête? Nous sommes prêts, voilà. Fin prêt pour le 21. Je vous invite à retirer votre carte pour être devant le bureau de vote. Il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités et nos confrères. Et nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. 3 axes, le social, l'économique, bien sûr le politique, mais 5 axes dans le cadre du programme Simandou 2040, des axes que nous avons abordés ensemble ici. Des axes qui permettent donc aux Guinéens d'en savoir davantage sur la vision portée par leurs autorités, avec à leur tête le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, pour qu'en Guinée, nous soyons les premiers bénéficiaires de toutes les extraordinaires et incommensurables ressources naturelles que Dieu nous a données, pour qu'on puisse réellement développer notre potentiel et ce capital humain. C'est bien sûr ce que nous attend dans les années à venir, à partir donc de demain, parce que dès demain, c'est le référendum, et après le référendum, bien sûr, ce sont les autres élections, Adèle. La vitalité économique retrouvée, la valorisation du capital humain et l'efficacité de la gouvernance ont fini par favoriser une amélioration constante de la qualité de vie en Guinée. Une étude récemment publiée par Oxford Economics classe la capitale Conakry comme la 3e ville la plus attractive de la sous-région. Le hasard n'existe pas. La Guinée se modernise, elle ose, elle prend des initiatives, elle innove. Et aujourd'hui, grâce au patriotisme, à toute épreuve du général 5 étoiles, notre pays est devenu une destination incontournable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'an 4 du CNRD. Je vous remercie de l'avoir suivi. Banks, pour le mot de la fin. Merci à la direction de la communication et de l'information de la présidence de la République. Merci bien sûr au ministre, directeur de cabinet de la présidence de la République. Merci à la coordination éditoriale de Abakar Kamara de la primature. Merci à nos invités. Merci à nos confrères qui ont animé ce débat. C'était donc sur les pas du CNRD en 4. C'était une édition spéciale et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour encore de meilleurs horizons pour une meilleure Guinée, ensemble, dans une cohésion sociale que nous vivons au quotidien et bien sûr dans une paix que nous apprécions à sa juste valeur. Prenez soin de vous et à très bientôt, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que vous êtes sur une terre d'opportunités, une terre d'innovation. Bienvenue dans notre paradis, comme on le dit chez nous. À très bientôt, Adèle. À très bientôt, bonsoir. Au revoir. Merci. Au revoir.